Mes parents m'ont jeté dehors quand ma sœur, Coralie, a eu un emploi. Ils m'ont hurlé, garder une fille comme toi est inutile, ignorant que j'étais sur le point de devenir la PDG de cette même entreprise. Quand elle est venue me voir, elle m'a regardé de haut et a dit, « Tu m'en dis un poste ?» Mon choc s'est transformé en puissance. Je lui ai répondu, « Non. Je te vire. Dehors. » Son visage s'est décomposé. Mais avant d'en arriver à ce moment incroyable, à cette revanche que j'ai savourée, laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Laissez-moi vous ramener au début de ma vie, une vie passée dans l'ombre. Je m'appelle Amandine, et je suis née à Lyon. Dès mon plus jeune âge, j'ai compris que je n'étais pas l'enfant que mes parents espéraient. Mon père, Bertrand, était un homme brisé par ses propres rêves. Dans sa jeunesse, il avait voulu être peintre. Il avait tout sacrifié pour son art et avait fini par accumuler des dettes si importantes que notre famille avait frôlé la catastrophe financière. Il s'en était sorti, mais son rêve était mort, et une partie de lui aussi. Cette cicatrice a défini toute son existence. Il est devenu obsédé par la sécurité, par les carrières, respectables et sûres. Pour lui, tout ce qui touchait à l'art, à la créativité, était un poison, un rappel de son propre échec. Et j'étais, malheureusement, une créative. Ma sœur aînée, Coralie, était tout ce que je n'étais pas. Elle avait 2 ans de plus que moi, elle était pragmatique, douée pour les chiffres, et parfaitement alignée sur les ambitions de mon père. Elle était l'héritière parfaite de ses peurs. Chaque note qu'elle rapportait était célébrée. Chaque compétition de mathématiques qu'elle gagnait était un triomphe familial. Moi? J'étais la rêveuse. J'étais silencieuse. J'ai trouvé mon refuge dans le grenier, un jour où j'avais à peine 10 ans, en découvrant une vieille malle appartenant à ma grand-mère. À l'intérieur, il y avait un trésor, des dizaines de petits flacons d'huiles essentielles, des notes manuscrites, et un vieux nécessaire de parfumeur. Ce jour-là, j'ai découvert ma passion. J'ai commencé à mélanger, à sentir, à créer des mondes dans de minuscules gouttes de liquide. Les odeurs de jasmin, de vétiver et de bergamote sont devenues mon langage secret. Ma famille ne voyait rien de tout cela. Ou plutôt, ils choisissaient de ne pas le voir. Pour eux, ce n'était qu'un autre échec, une autre déception. Je me souviens très bien de mes 15 ans. J'avais passé des mois à perfectionner une petite collection de parfums solides. Je m'étais inscrite à la foire de l'école, espérant vendre quelques pots, peut-être gagner assez d'argent pour acheter de nouvelles essences. J'étais si fière. J'avais aligné mes créations sur mon bureau la veille au soir. Coralie, qui avait alors 17 ans, est entrée dans ma chambre. Elle a regardé mes petits pots avec un mépris que je n'oublierai jamais. « Tu vas vraiment montrer ça aux gens ? » « C'est pathétique, » m'a-t-elle dit. Je lui ai dit de me laisser tranquille. Le lendemain matin, en me réveillant, j'ai senti une odeur âcre. Une odeur chimique. Coralie avait accidentellement renversé une bouteille d'eau de Javel à côté de mon bureau. Le liquide corrosif avait coulé sur mes étiquettes, s'était infiltré dans mes pots, détruisant des mois de travail. Quand j'ai hurlé, mes parents sont arrivés. Mon père a vu le désordre et son visage est devenu rouge de colère. « Mais regarde-moi ça. On ne peut pas te faire confiance. Toujours à jouer avec tes saletés. » Ma mère, Sylvie, n'a fait que soupirer. Coralie, elle, se tenait derrière eux, l'air faussement désolé, me reprochant de faire une scène pour rien. Ils m'ont puni, moi. Ils m'ont forcé à nettoyer, tout en félicitant Coralie pour sa maturité et son sérieux. Ce jour-là, j'ai compris que je n'étais pas seulement invisible. J'étais l'ennemi. C'est fou comme une famille peut vous détruire avant même que le monde extérieur n'ait eu sa chance. C'est le début de mon histoire. Je suis curieuse de savoir d'où vous m'écoutez aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. C'est incroyable de penser que nous sommes connectés, partout dans le monde. Maintenant, retournons à Lyon, et à la suite de mon cauchemar. Les années qui ont suivi cet incident n'ont fait qu'agrandir le fossé. J'ai appris à devenir une experte de la dissimulation. Mon laboratoire de parfum est devenu portable, caché dans une boîte sous mon lit. Je vivais pour ces moments volés, le soir,
lorsque toute la maison dormait, où je pouvais enfin respirer et créer. Pendant ce temps, Coralie s'épanouissait. Elle était entrée dans une prestigieuse école de commerce, et décrochait déjà un stage chez Meridian Logistique, une des plus grandes entreprises de transport et de logistique de Lyon. C'était la fierté de mon père. Meridian, pour lui, c'était le symbole de la réussite, c'était concret, c'était international, c'était de l'argent réel. Les conversations à table ne tournaient qu'autour de ça, les contrats de Coralie, les porte-conteneurs, les bilans financiers. Moi, j'étais en terminale. Et je savais que l'heure du choix approchait. Mon père m'avait déjà prévenu, tu iras en école de commerce, comme ta sœur. Tu apprendras un vrai métier. Je hochais la tête, mais mon cœur avait un autre plan. En secret, j'avais préparé le concours le plus difficile, le plus prestigieux dans mon domaine, celui de l'ISIPCA, l'école supérieure de la parfumerie à Versailles. C'était mon rêve ultime, le seul endroit au monde où mon talent pourrait être reconnu. J'ai économisé l'argent de mes petits boulots pour payer les frais d'inscription et le voyage à Paris pour les épreuves, prétextant un voyage scolaire. Quelques mois plus tard, le jour de mes 18 ans, la réponse est arrivée. Une lettre épaisse, officielle. J'ai attendu d'être seule. Mes mains tremblaient tellement que j'ai à peine réussi à l'ouvrir. Nous avons le plaisir de vous informer de votre admission. J'ai cru que mon cœur allait exploser. J'étais prise. Moi, Amandine, la ratée, l'artiste maudite, j'avais réussi le concours que seule une poignée de candidats dans le monde réussissaient chaque année. J'ai pleuré de joie, serrant ce papier contre moi comme un bouclier. Ce soir-là, au dîner, j'ai décidé de me jeter à l'eau. C'était le moment. Ils allaient enfin comprendre. Ils devaient comprendre. Papa, maman, Coralie, j'ai quelque chose d'important à vous annoncer. Le silence s'est fait. Ils m'ont regardé, surpris que je prenne la parole. J'ai été acceptée dans une école. Une très grande école. Ma mère a souri. Oh, Amandine, c'est merveilleux. C'est l'école de commerce de Lyon? Tu as suivi le conseil de ton père? J'ai dégluti. Non. C'est l'ISIPCA. C'est l'école supérieure de la parfumerie. Le sourire de ma mère s'est figé. Coralie a levé les yeux au ciel, l'air exaspéré. Mais c'est le visage de mon père qui m'a terrifié. Il est devenu blême, puis rouge vif. Le souvenir de son propre échec, de sa passion ratée, venait de lui sauter au visage. Quoi, a-t-il sifflé? J'ai sorti la lettre de ma poche. Je suis admise, papa. C'est la meilleure école du monde pour ça. C'est ma vie. Il n'a pas pris la lettre. Il l'a attrapée et, d'un geste d'une violence inouïe, il l'a déchirée en deux. Puis en 4. Puis en 1000 morceaux. Le son du papier qui se déchire résonnait dans le silence glacial de la pièce. Tu n'iras nulle part, a-t-il hurlé, se levant si brusquement que sa chaise a raclé le sol. Tu n'iras pas gaspiller ta vie et mon argent dans ces fumisteries. Tu ne répéteras pas mes erreurs. Mais ce ne sont pas tes erreurs, ce sont les miennes, j'ai crié, les larmes montant. Tais-toi. Tu m'entends? Tu n'as pas ton mot à dire. Regarde ta sœur. Il a pointé Coralie, qui le regardait avec admiration. Elle a un avenir. Elle travaille chez Meridian Logistique. Elle construit quelque chose de solide. Toi, tu ne construis que des nuages de sang bon. Ma mère a posé sa main sur son bras. Bertrand, calme-toi. Amandine, chérie, il faut être raisonnable. C'est un métier précaire. Pense à ton avenir, à ta retraite. C'est là qu'est tombé l'ultimatum. C'est très simple, a dit mon père, sa voix redevenue froide comme l'acier. Soit tu t'inscris en école de commerce à Lyon, en section analyse de données, un secteur qui recrute. Soit tu es dehors. Si tu choisis cette chose, je te coupe tout. Tu m'entends? Plus un seul euro. Ni pour tes études, ni pour te loger, ni pour manger. Tu seras seul. Je les ai regardés. Ma mère, qui détournait les yeux. Coralie, qui souriait presque. Et mon père, qui me regardait avec un dégoût total.
J'avais 18 ans. J'étais terrifiée. Et j'ai cédé. J'ai baissé la tête, les morceaux de ma lettre d'admission éparpillés à mes pieds comme les débris de mon rêve. D'accord, j'ai murmuré. L'analyse de données. C'est bien. Mon père a hoché la tête, satisfait. Bon choix. Enfin, tu deviens raisonnable. Ce soir-là, dans mon lit, j'ai pleuré en silence. J'ai pleuré mon rêve brisé. Mais au milieu de ce chagrin, une nouvelle sensation est née. Quelque chose de dur et de froid. Ce n'était pas de la tristesse. C'était de la rage. Une rage qui allait devenir mon carburant pour les années à venir. Il pensait m'avoir brisé, mais il ne savait pas qu'il venait de forger une arme. Les années suivantes ont été un long tunnel gris. Comme promis, je me suis inscrite à l'école de commerce de Lyon. J'étais bonne élève. Je l'ai toujours été. Mais mon cœur n'y était pas. Je passais mes journées à étudier les tableurs Excel, les algorithmes de prévision et les bases de données. C'était un monde stérile, sans âme, un monde de chiffres froids qui n'avait rien à voir avec la chaleur de la fève tonka ou la complexité du patchouli. J'ai obtenu mon diplôme à 22 ans, avec les félicitations du jury. Mes parents étaient fiers. C'était la première fois qu'ils utilisaient ce mot pour moi. J'ai été immédiatement embauchée par une grande compagnie d'assurance du quartier de la Pardieu. Un bon salaire, un bureau moderne, une carrière. J'étais devenue, en apparence, la fille qu'ils avaient toujours voulu. Mais la nuit, j'étais quelqu'un d'autre. Dès que j'ai touché mon premier salaire, je n'ai pas loué un bel appartement dans un quartier branché. Non. J'ai pris un petit studio, juste de quoi dormir. Et avec le reste, j'ai loué quelque chose de bien plus précieux, une chambre de bonne, un de ces petits cagibis de 9 mètres carrés sous les toits, dans un vieil immeuble du Vieux-Lyon. L'endroit était minuscule, sans confort, mais il avait une chose essentielle, il était à moi. Cet endroit est devenu mon véritable laboratoire. J'ai investi chaque euro que je gagnais dans mon article. J'ai acheté des matières premières rares, des alambics miniatures, des flacons importés d'Italie. Le jour, j'étais Amandine, l'analyste de données au tailleur strict. La nuit, je redevenais la créatrice. Je travaillais jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, je dormais quelques heures, et je retournais à mon bureau, les mains sentant la rose de grâce et la tête pleine de chiffres. J'ai créé ma marque, en secret. Je l'ai appelée Éclat d'ambre. Un nom qui évoquait la chaleur, la lumière, et ce qui est précieux et caché. J'ai lancé un site web simple, en ne mettant jamais mon visage en avant. Je parlais uniquement de mes créations, des histoires derrière chaque parfum. Au début, ce n'était que quelques commandes par mois. Des curieux, des amateurs de parfums de niche. Mais la qualité était là. Mes formules étaient complexes, audacieuses. Je n'avais pas les contraintes marketing des grandes maisons. J'étais libre. Et le bouche à oreille a commencé. Un blogueur influent a parlé d'une de mes créations comme d'un chef-d'œuvre caché. Les commandes ont afflué. J'ai dû apprendre la logistique, l'emballage, le marketing digital. Ironiquement, mes études en analyse de données m'ont aidé à optimiser mes campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux. J'utilisais les armes de leur monde pour construire le mien. Je menais une double vie épuisante. Mes collègues de l'assurance me trouvaient distante. Amandine est toujours fatiguée, disait-il. Ma famille, que je voyais le moins possible, me trouvait enfin stable. Ils étaient ravis que j'aie un vrai travail. Coralie, elle, grimpait les échelons chez Méridien Logistique. Elle était devenue une sorte de cadre supérieur, voyageant à travers le monde, gérant des contrats de plusieurs millions d'euros. Elle me regardait toujours avec ce mélange de pitié et de mépris, comme si mon 40 mètres carrés et ma voiture d'occasion étaient la preuve de ma médiocrité. J'ai laissé dire. Je savais ce que je construisais. Éclat d'ambre n'était plus un hobby. C'était une entreprise. Une entreprise qui commençait à générer plus de revenus que mon salaire officiel à l'assurance. Je vivais dans la peur constante d'être découverte. Je mentais sur mes soirées, prétextant des heures supplémentaires. J'avais des comptes en banque séparés. C'était un fardeau immense, mais aussi une excitation incroyable. J'étais comme un agent double,
naviguant entre deux mondes qui ne devaient jamais se rencontrer. Mais comme tout secret, le mien était une bombe à retardement. Et je ne savais pas que quelqu'un de ma propre famille, quelqu'un que je voyais tous les jours, était sur le point d'allumer la mèche. Le calme avant la tempête était presque terminé, et je n'étais absolument pas préparé à l'explosion qui allait suivre. J'avais 25 ans. Éclat d'ambre était en pleine croissance, mais toujours dans l'ombre. Dans ma vie officielle, j'étais toujours la petite analyste de données, la fille qui avait, enfin, réussi à ne pas être une artiste ratée. C'était l'anniversaire de ma mère, Sylvie. Et cette année, Coralie avait décidé de mettre les petits plats dans les grands. Coralie, à 27 ans, était au sommet de sa gloire chez Méridien Logistique. Elle venait d'être promue directrice des opérations Europe. Elle était arrogante, brillante, et elle ne manquait jamais une occasion de me rappeler ma place. La fête se tenait dans un restaurant chic que mes parents n'auraient jamais pu se payer. C'était Coralie qui régalait. Toute la famille élargie était là, buvant du champagne cher et écoutant Coralie raconter ses exploits à Singapour et à Dubaï. Mon père, Bertrand, buvait ses paroles, les yeux brillants de fierté. Ma fille, la directrice. Elle gère des millions d'euros. Je me sentais minuscule dans mon coin, avec mon petit cadeau emballé sur les genoux. Puis vint le moment des cadeaux. Coralie a sorti une grande boîte d'une marque de luxe italienne. C'était un sac à main hors de prix. Ma mère a poussé un cri de joie aigu, presque indécent. Oh, Coralie, il est magnifique. Il a dû coûter une fortune. Ne t'en fais pas pour ça, maman, a dit Coralie en me lançant un regard en coin. Quand on réussit, on ne compte pas. Mon père lui a embrassé le front. Voilà une fille qui sait ce que c'est que de réussir. Pas vrai, Amandine? Tous les regards se sont tournés vers moi. Mon cœur battait à tout rompre. C'était mon tour. Joyeux anniversaire, maman. J'ai tendu mon cadeau. C'était une boîte simple, mais élégante, sans marque. Ma mère l'a prise, son sourire s'effaçant légèrement devant la simplicité de l'emballage après l'extravagance de Coralie. Oh, c'est mignon. Elle l'a ouvert. À l'intérieur, il y avait un flacon en cristal, taillé à la main, contenant un liquide ambré. Le bouchon était en bois précieux. C'était mon chef-d'œuvre. J'avais passé 6 mois dessus. J'y avais mis les ingrédients les plus rares et les plus chers de ma collection, de l'absolu de Dienvé de Florence, qui coûte plus cher que l'or, du bois de oud véritable, et une teinture de vanille de Madagascar que j'avais fait vieillir moi-même. C'était un parfum qui racontait l'histoire de ma mère, du jardin de ma grand-mère, des notes de roses et de terre humide. J'y avais mis tout mon amour, tout mon talent, et plusieurs milliers d'euros de matières premières. Ma mère l'a regardé, perplexe. C'est du parfum. Avant que je puisse expliquer, Coralie s'est penchée en avant, un sourire narquois sur les lèvres. Oh, c'est adorable, dit-elle d'une voix forte pour que tout le monde l'entende. Amandine joue toujours à la petite chimiste dans sa chambre? Tu as acheté ça à quel marché artisanal? Son ton était léger, mais ses mots étaient des lames. J'ai senti le sang quitter mon visage. Comment savait-elle? Je l'ai regardée, paniquée. Et j'ai compris. Elle savait. Elle m'avait espionné. Elle avait découvert mon site web, mon entreprise secrète. Mon père a froncé les sourcils. Attends. Jouer? De quoi tu parles? C'est un cadeau acheté, n'est-ce pas, Amandine? Sa voix était devenue menaçante. L'ambiance de la fête venait de mourir. Je l'ai fait, j'ai murmuré, le cœur au bord des lèvres. Je l'ai créé pour maman. Il y a du Dienvé de Florence, et... Tu l'as fait? La voix de mon père a éclaté comme un coup de tonnerre. Le mot de trop. L'obsession de l'artiste raté. La honte. Tu te moques de moi, a-t-il hurlé en plein milieu du restaurant. Tu oses ramener tes saletés ici? Le jour de l'anniversaire de ta mère? Après tout ce que Coralie fait pour nous? Bertrand, baisse la voix, les gens nous regardent. A supplié ma mère, rouge de honte. Je m'en fiche des gens. Je me fiche de tout. Tu nous fais honte. Il s'est levé,
a attrapé le flacon sur la table. Je me suis levée aussi. Non, papa, s'il te plaît. Il vaut. Il est important. Important? Tu appelles ça important? Il brandissait le flacon comme une preuve de ma trahison. Voilà ce que je pense de ton importance. Et sous les yeux horrifiés de ma famille et des autres clients du restaurant, il a jeté mon chef-d'œuvre par terre. Le flacon en cristal s'est brisé sur le marbre dans un bruit sec. Le silence est tombé. Un silence total. Et puis, l'odeur est montée. Mon parfum. Mon chef-d'œuvre. Libéré de sa prison de verre, il a explosé dans la pièce. Les notes de tête d'agrumes, le cœur floral de rose et de dienvé, et le fond chaud d'ambre et de vanille. C'était une odeur magnifique, complexe, d'une richesse incroyable. C'était l'odeur de mon cœur brisé. L'odeur de 6 mois de travail, de milliers d'euros, et de tout l'amour que j'avais encore pour ma mère, s'évaporant sur le sol sale d'un restaurant. Mon père me regardait, haletant, ivre de sa propre fureur. Ma mère pleurait en silence. Coralie, elle, avait un petit sourire satisfait. Elle avait gagné. Elle m'avait détruite. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. J'ai regardé le liquide précieux se répandre, puis j'ai levé les yeux vers mon père. Comment as-tu pu? La suite a été rapide. L'humiliation a été totale. Mais ce n'était pas fini. Le pire était encore à venir. Le retour à la maison s'est fait dans un silence de mort. Le trajet en voiture était glacial, l'odeur de mon parfum s'était accrochée à mes vêtements, un rappel fantomatique et ironique de ce qui venait de se passer. Arrivé à l'appartement, la tempête a repris, mais cette fois, c'était une exécution. J'ai enquêté, dit Coralie, sa voix posée, celle d'une procureure. Elle se tourna vers nos parents, qui étaient assis sur le canapé comme deux juges. J'étais inquiète pour Amandine. Elle était si distante. J'ai découvert qu'elle mentait. Elle a sorti son téléphone. Elle a une entreprise secrète. Éclat d'ambre. Elle vend ses parfums sur Internet. Elle nous ment depuis des années. Elle a montré l'écran à mon père. J'ai vu son visage se durcir encore plus, si c'était possible. Il n'a pas regardé les photos des produits, il a regardé les commentaires, les articles de blog. Il a vu que ce n'était pas un petit jeu. C'était sérieux. Et c'est ça qui l'a rendu fou. Tu as donc continué, a-t-il dit, sa voix blanche. Tu as continué à nous défier, à nous mentir, tout en vivant sous notre toit, en profitant de notre « non ». C'est fini. Papa, ce n'est pas ce que tu crois, j'ai tenté. C'est une vraie entreprise, je gagne de l'argent, je... De l'argent? Tu crois que c'est une question d'argent? Il a ri, un rire sec et sans joie. Coralie gère des budgets de plusieurs millions d'euros chez Méridian. Elle a une réputation. Nous avons une réputation. Et toi, tu nous salis avec tes histoires de parfumeuse. Tu te rends compte de la honte? La fille d'un cadre qui vend des bibelots sur Internet comme une marginale? C'était donc ça. Il ne s'agissait pas de son échec passé. Il s'agissait de la réussite présente de Coralie. Ma petite entreprise, mon talent, était une insulte à la grandeur de ma sœur. Tu dois choisir, a dit ma mère, sa voix brisée mais ferme. Soit tu fermes ce site, ce soir, tu jettes tout ce que tu as, et tu te consacres à 100% à ton travail à l'assurance. Soit. Elle n'a pas eu besoin de finir. Je les ai regardés. J'ai regardé ma mère, complice de cette folie. J'ai regardé Coralie, qui savourait sa victoire, son visage rayonnant d'une satisfaction cruelle. Et j'ai regardé mon père, cet homme brisé qui voulait me briser à mon tour. J'ai senti quelque chose se rompre en moi. Ce n'était pas mon cœur, cette fois. C'était la dernière chaîne qui me liait à eux. J'ai parlé, ma voix était calme. Étonnamment calme. Non. Un seul mot. Le silence qui a suivi était assourdissant. Quoi, a soufflé mon père. Non, j'ai répété, plus fort. Je ne fermerai rien. C'est ma vie. C'est mon entreprise. C'est qui je suis. Et si vous ne pouvez pas l'accepter, alors...
Alors tu n'es plus notre fille, a hurlé mon père, son visage devenant violet. Si c'est ce que tu choisis, alors tu n'as plus rien à faire ici. Tu entends? Dégage. Bertrand, a crié ma mère, soudainement effrayée. Tais-toi, Sylvie. C'est assez. J'en ai assez de cette honte. Va faire ta valise, m'a-t-il ordonné. Je ne veux plus jamais te voir dans cette maison. Je suis restée immobile. Je tremblais de la tête aux pieds, mais pas de peur. De rage. Tu n'as pas besoin de me le dire 2 fois. Je suis allée dans ma chambre. J'ai pris un sac de sport. Je n'ai pas pris mes vêtements. J'ai pris mon ordinateur portable, mes carnets de formules, et les quelques flacons de matières premières les plus précieuses que je gardais chez mes parents. Quand je suis revenue dans le salon, ils étaient tous les 3 là, immobiles. Je me suis dirigée vers la porte. Ma main sur la poignée, je me suis retournée. Un jour, ai-je dit, ma voix tremblante mais claire. Un jour, vous regretterez ça. Dehors, a été la seule réponse de mon père. J'ai ouvert la porte. J'ai fait un pas dans le couloir. Et alors que la porte se refermait derrière moi, j'ai vu une dernière chose. J'ai vu Coralie. Elle ne souriait pas. Non, c'était plus subtil. Elle avait un sourire en coin, un petit rictus de triomphe absolu. Elle avait enfin réussi. Elle s'était débarrassée de moi. La porte s'est fermée dans un bruit sourd. J'étais dehors, dans le froid de la nuit lyonnaise, avec un sac de sport, mon ordinateur, et un cœur rempli de cendres et de fureur. J'avais 25 ans. Je n'avais plus de famille. Ils m'ont littéralement jeté à la rue parce que ma passion était une honte, comparée à la carrière prestigieuse de ma sœur. Tout mon être criait vengeance, mais j'étais surtout terrifiée. Je veux vous poser une question. Si vous aviez été à ma place cette nuit-là, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous essayé de vous excuser? Auriez-vous abandonné votre rêve pour sauver votre famille? Dites-le-moi honnêtement dans les commentaires. J'ai vraiment besoin de savoir ce que vous en pensez. La première nuit a été la pire. Je n'avais nulle part où aller. J'ai fini par dormir dans ma chambre de bonne, mon laboratoire secret. L'ironie était amère. L'endroit qui symbolisait mon rêve est devenu mon seul refuge. Je me suis assise sur le lit de camp, entourée de mes flacons, et j'ai enfin pleuré. J'ai pleuré non seulement la famille que j'avais perdue, mais aussi l'illusion que j'avais entretenue pendant 25 ans, l'illusion qu'un jour, il m'aimerait pour ce que j'étais. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une gueule de bois émotionnelle et une détermination froide. La peur était toujours là, mais la rage était plus forte. Ma première décision? J'ai appelé mon patron à la compagnie d'assurance. J'ai démissionné. Mais Amandine, c'est si soudain. Vous êtes un de nos meilleurs éléments, m'a-t-il dit, sincèrement surpris. Je sais. Mais ma véritable carrière m'appelle. Je ne peux plus attendre. J'ai raccroché. Le filet de sécurité avait disparu. Il n'y avait plus que le vide en dessous de moi. Il était temps de sauter. J'ai transféré toutes mes économies sur le compte de mon entreprise. J'ai quitté mon studio, résilié mon bail, et j'ai emménagé pour de bon dans ma chambre de bonne de 9 mètres carrés. Je dormais, mangeais et travaillais dans la même pièce. Mes journées n'étaient plus de 8 heures, mais de 18 heures. Éclat d'ambre est devenu ma seule raison de vivre. J'ai investi tout ce que j'avais dans la publicité. J'ai contacté des influenceurs, j'ai perfectionné mon site web, j'ai passé des nuits blanches à préparer des commandes. Et l'entreprise a commencé à décoller. Vraiment. Mais le destin n'en avait pas fini avec moi. 6 mois après avoir été chassé, alors que je commençais enfin à respirer financièrement, la catastrophe est arrivée. J'avais investi presque tout mon capital, 10 000 euros, dans un lot exceptionnel d'huile essentielle de rose de Damas, directement importée de Bulgarie. C'était un ingrédient crucial pour ma nouvelle collection. Le transporteur, une petite société de logistique locale, a fait une erreur. Le colis a été stocké pendant 3 jours sur un tarmac en plein soleil. Quand je l'ai reçu, les scellés de température étaient brisés. J'ai ouvert le paquet. L'odeur de rose fraîche avait été remplacée par une odeur aigre, de moisi, de chaleur cuite.
La totalité de mon investissement était détruite. Irrécupérable. 10 000 euros. C'était tout ce que j'avais. J'étais ruiné. Cette nuit-là, l'abîme s'est ouvert sous mes pieds. J'ai regardé mon compte en banque, vide. J'ai regardé les factures impayées. J'ai regardé la rose détruite. Et pour la première fois de ma vie, une pensée horrible m'a traversé l'esprit, et s'ils avaient eu raison? Et si mon père avait eu raison depuis le début? Si j'étais juste une artiste ratée, une rêveuse incapable, poursuivant une chimère? Si Coralie, avec son esprit pragmatique et son salaire stable, avait compris la vie et pas moi? Cette pensée m'a fait plus mal que le flacon brisé dans le restaurant. C'était le véritable échec. Je me suis effondrée sur le sol de ma petite chambre. J'étais au fond du trou. J'ai pensé à les appeler. À supplier. À dire « Vous aviez raison, pardonnez-moi ». J'ai pris mon téléphone. J'ai composé le numéro de ma mère. Et puis, j'ai vu mon reflet dans un miroir. J'ai vu une femme de 26 ans, les yeux gonflés, vaincue. Et j'ai ressenti une bouffée de dégoût. Non. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Je ne leur donnerai pas le plaisir de dire « on te l'avait bien dit ». J'ai effacé le numéro. J'ai éteint mon téléphone. J'ai pris une douche froide. Et j'ai fait ce que je savais faire de mieux. Je me suis mise au travail. J'ai rédigé un business plan. J'ai analysé mes chiffres. J'ai préparé une présentation. Le lendemain, j'ai mis mon seul tailleur propre et je suis allé voir des investisseurs. Pas des banques, mais des business angels, des gens qui investissent dans des startups prometteuses. Le premier m'a ri au nez. Le deuxième a dit que le marché était trop saturé. Le troisième, une femme puissante du nom de Martine Dubois, m'a écouté pendant 1 heure. Elle a senti mes créations. Elle a lu mes chiffres. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Vous avez du talent, petite. Mais plus que ça, vous avez la rage de vaincre. C'est rare. Je n'investis pas dans les produits, j'investis dans les gens. Je suis partante. » Elle m'a fait un chèque qui couvrait non seulement ma perte, mais qui me donnait les moyens de voir grand. Très grand. Ce jour-là, Amandine la rêveuse est morte. Et Amandine la PDG est née. Les 4 années qui ont suivi ont été un tourbillon. Avec l'investissement de Martine et son mentorat, Éclat d'Ambre n'était plus une petite entreprise. C'était une marque. J'ai quitté ma chambre de bonne pour un véritable atelier. J'ai embauché mes premiers salariés. J'ai ouvert une boutique flagship dans le Carré d'Or de Lyon. Nos parfums étaient désormais vendus à Paris, Milan et New York. La presse nous appelait « la nouvelle pépite de la parfumerie de niche française ». J'avais 29 ans. J'étais millionnaire. Mon nom était respecté dans l'industrie, même si je cultivais toujours la discrétion. Mon visage n'était pas sur les magazines, mais mon nom était sur les contrats. Sur le plan personnel, la vie m'avait aussi souri. J'avais rencontré Théodore. Il était architecte, un homme calme, brillant, qui voyait le monde en ligne et en lumière. Il était l'opposé de ma famille. Il m'a aimé non pas malgré ma passion, mais grâce à elle. Il aimait mon ambition, mon indépendance. Pour la première fois de ma vie, j'ai appris à faire confiance, à aimer sans avoir peur d'être trahi. Nous vivions dans un superbe appartement surplombant la Saône. J'avais tout pour être heureuse. Mais il y avait une ombre. Éclat d'Ambre était une entreprise de luxe. Notre succès dépendait de 2 choses, des ingrédients incroyablement rares venant du monde entier, Madagascar, Inde, Grâce, et une logistique impeccable pour livrer nos flacons précieux à nos clients exigeants. Et c'est là que le passé est revenu me hanter. Depuis 1 an, notre principal fournisseur logistique accumulait les erreurs. Des retards de livraison. Des colis endommagés. Une gestion catastrophique. Cette entreprise, c'était Méridien Logistique. Oui. L'entreprise de ma sœur. Pendant des années, j'avais évité de travailler avec eux, mais ils étaient devenus si gros qu'ils étaient incontournables sur certains corridors d'importation. Et maintenant, leur incompétence menaçait directement mon entreprise. J'ai commencé à me renseigner. J'ai utilisé mes compétences d'analyste de données pour creuser.
Ce que j'ai découvert m'a glacé. Meridian n'était pas seulement mal géré. L'entreprise était au bord du gouffre. Des années de gestion arrogante, des investissements risqués, et des rumeurs persistantes de corruption au sein de la haute direction. La direction dont Coralie faisait partie avait ruiné l'entreprise de l'intérieur. Leurs actions s'effondraient en bourse. Ils perdaient des clients majeurs. Ils étaient à quelques mois de la faillite. Et Coralie, ma sœur, la fille qui avait réussi, était l'une des architectes de ce désastre. J'ai ressenti un mélange étrange de panique, d'excitation. Ma première pensée a été de trouver un autre fournisseur. C'était la solution logique. Mais une autre pensée, plus sombre, plus audacieuse, a commencé à germer. Théodore m'a vu faire les 100 pas dans notre salon à 3 heures du matin. Qu'est-ce qui se passe, Amandine? C'est Meridian, n'est-ce pas? Je me suis tournée vers lui. Ils vont couler. Et ils vont m'entraîner avec eux si je ne fais rien. Mon fournisseur de Dienvé est bloqué à Florence à cause d'eux. Alors change de fournisseur, a-t-il dit, logiquement. Non, ai-je répondu, les yeux brillants. C'est une mauvaise entreprise, mais c'est une infrastructure incroyable. Ils ont des entrepôts, une flotte, des licences, ils sont juste dirigés par des imbéciles arrogants. Il m'a regardé, commençant à comprendre. Amandine, tu ne penses pas là. Et s'ils ne coulaient pas? Et si quelqu'un rachetait leurs dettes, achetait leurs actions maintenant qu'elles ne valent rien? Et si quelqu'un prenait le contrôle, virait les incompétents, et recentrait l'entreprise sur ce qui compte, comme le transport de luxe? Ce serait un coup stratégique incroyable. Ce serait protéger ma chaîne d'approvisionnement pour toujours. Ce serait posséder l'outil qui m'avait presque tué. Et, ce ne serait pas désagréable, de régler une vieille dette. Meridian n'est pas seulement l'entreprise de ma sœur, ai-je dit à Théodore. C'est l'entreprise que mon père vénérait. C'est le symbole de tout ce qu'on m'a jeté au visage. Et elle est là, à ma portée. Théodore a souri lentement. Alors, qu'attends-tu? Le lendemain, j'ai appelé mes avocats et mes banquiers. Le plan était en marche. L'opération a été menée dans le plus grand secret. C'était une guerre financière, rapide et brutale. J'ai créé plusieurs sociétés écrans, des fonds d'investissement basés à l'étranger. Pendant 3 mois, nous avons racheté discrètement des blocs d'actions de Meridian Logistique. Nous avons racheté leurs dettes auprès des banques qui ne croyaient plus en eux. L'ancienne direction, y compris ma sœur Coralie, était trop occupée à essayer de sauver les meubles et à cacher ses propres erreurs pour voir le prédateur qui se rapprochait. Ils pensaient que c'était une OPA hostile de la part d'un concurrent asiatique. Ils se trompaient lourdement. Le jour J est arrivé. J'étais devenue, en l'espace de 90 jours, l'actionnaire majoritaire et la principale créancière de Meridian Logistique. L'entreprise m'appartenait, et ils ne le savaient même pas encore. Une réunion extraordinaire du conseil d'administration a été convoquée. L'ordre du jour, la restructuration inévitable. Ils allaient annoncer des licenciements massifs, peut-être même le dépôt de bilan. Je suis arrivé au siège de Meridian, un de ces immenses bâtiments de verre et d'acier qui symbolisaient la puissance de Coralie et l'admiration de mon père. Je n'y étais jamais allé. Je suis entré dans la salle de conférence. Ils étaient tous là. Le vieux PDG, le directeur financier, et plusieurs membres du conseil, des hommes et des femmes d'une 50aine d'années, le visage gris de défaite. Coralie n'était pas là. Elle n'était pas au conseil d'administration, elle n'était que directrice des opérations. Quand je suis entré, le PDG a levé les yeux. Pardon, madame, cette salle est réservée pour le conseil. Vous devez vous être trompé. Je ne me suis pas trompé, monsieur, ai-je dit calmement. J'ai tendu ma carte à son assistante. Amandine, le nom de ma société d'investissement. L'assistante a lu le nom à voix basse, l'a montré au PDG. Leurs visages ont changé. Ils ont compris. C'était moi, le concurrent asiatique. Vous? A balbutié le PDG. Moi, ai-je confirmé. J'ai pris place au bout de la table, la place du président. Mes avocats se sont assis derrière moi. Messieurs, dames. Inutile de tourner autour du pot.
Méridian Logistique est en faillite technique. Vous avez échoué. Pendant 1 heure, j'ai exposé la situation. Sans émotion. J'ai utilisé mes compétences d'analyste de données pour disséquer leur gestion désastreuse, leurs contrats surévalués, leur logistique défaillante. Votre problème, ai-je dit en conclusion, c'est que vous avez oublié qui sont vos clients. Vous avez oublié que le monde a changé. Vous êtes une entreprise de transport du XXe siècle dans un monde qui exige une logistique de luxe du XXIe siècle. Une logistique pour des entreprises comme la mienne, éclat d'ambre. J'ai laissé le nom flotter dans l'air. J'ai vu la compréhension et l'horreur sur leur visage. Cette entreprise a besoin d'une restructuration complète. Et elle commence aujourd'hui. Le conseil d'administration est dissous. En tant que nouvelle propriétaire de 60% des actions et détentrice de la majorité de la dette, je prends la direction de l'entreprise. Je suis la nouvelle présidente directrice générale. Il y a eu des protestations, des menaces voilées. Mes avocats ont calmement présenté les documents irréfutables. C'était fini. L'ancien PDG a signé sa démission sur le champ. En moins de 2 heures, j'avais pris le contrôle du royaume de ma sœur. En sortant de la salle, j'ai donné mon premier ordre à l'assistante du PDG, qui était désormais mon assistante. Organisez une réunion pour demain matin, 9 heures. Je veux voir tous les directeurs de département. Y compris la directrice des opérations. Coralie. J'ai fait semblant de chercher son nom de famille. Oui. Coralie. Je veux la voir en premier. J'ai souri. J'avais attendu ce jour pendant près de 5 ans. La vengeance n'est peut-être pas un plat qui se mange froid. C'est un parfum. Un parfum qui demande une macération longue et patiente pour révéler sa véritable puissance. Le lendemain matin. J'étais arrivé à 7 heures. Le bureau du PDG, au dernier étage, était immense, avec une vue panoramique sur tout Lyon. Il était décoré avec un goût impersonnel et daté. J'avais déjà appelé Théodore pour qu'il repense tout l'espace. À 8h50, j'ai bu mon café, parfaitement calme. J'avais préparé cette conversation toute ma vie. J'ai revu la scène du restaurant, l'odeur de mon parfum sur le marbre. J'ai revu la porte de l'appartement de mes parents se fermer sur moi. J'ai revu le sourire en coin de Coralie. La rage était toujours là. Intacte. À 9 heures précises, mon assistante a annoncé « Madame Coralie est là. Faites-la entrer. Et ne nous dérangez sous aucun prétexte. » La porte s'est ouverte. Coralie est entrée. Elle portait un tailleur pantalon gris, cher, mais sévère. Elle avait l'air fatiguée, stressée. Les rumeurs de rachat avaient dû circuler toute la nuit. Elle tenait un dossier, prête à défendre son poste, à se battre pour sa survie. Elle n'a pas levé les yeux tout de suite, se dirigeant vers le bureau. « Monsieur le Président, j'ai préparé le rapport sur... » Elle s'est arrêtée net. Je n'ai rien dit. Je suis restée assise dans le grand fauteuil de PDG en cuir noir, les mains jointes sur le bureau. Elle m'a regardée. Son cerveau essayait de comprendre. La confusion s'est peinte sur son visage. Elle a regardé le bureau, l'a vu, puis moi. Ses yeux se sont écarquillés. Amandine, a-t-elle lâché, d'une voix étranglée. Puis, la confusion a été remplacée par l'arrogance. C'était son mécanisme de défense. Elle a éclaté d'un rire nerveux et méprisant. « Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es perdu? Tu t'es trompé d'étage? » Elle a fait un pas en avant, retrouvant son assurance. « Non, attends, je devine. Tu as entendu les rumeurs? Tu as peur pour tes petites livraisons? Tu viens mendier un poste? C'est ça? Tu viens demander à ta grande sœur de sauver ton petit commerce de parfums? » Elle souriait. Le même sourire en coin que j'avais vu 5 ans plus tôt. Le même mépris. Elle pensait vraiment que j'étais là, en suppliante. Je n'ai pas bougé. J'ai savouré cet instant. J'ai savouré son arrogance, son aveuglement. C'était la dernière fois qu'elle me regarderait de haut. J'ai pris la parole. Ma voix était froide, posée, amplifiée par l'acoustique de l'immense bureau. « Bonjour, Coralie.
Je te prie de t'asseoir. Son sourire s'est figé. Quoi? Pourquoi tu parles comme ça? Où est le PDG? Il n'est plus là, ai-je dit. En fait, il est parti hier. Tout comme le conseil d'administration. J'ai fait une pause, la laissant absorber l'information. Je suis Amandine. La fondatrice et PDG d'Éclat d'Ambre. Et depuis hier, 18 h, la nouvelle présidente directrice générale et propriétaire de Méridien Logistique. J'ai vu la couleur quitter son visage. Elle est devenue pâle comme un linge. Ses mains se sont mises à trembler. Elle a reculé d'un pas, cherchant sa respiration. Non. C'est une blague. C'est impossible. Ce n'est pas une blague. J'ai fait glisser un document sur le bureau. L'acte de nomination. Elle n'a pas eu besoin de le lire. Elle savait que c'était vrai. L'horreur de la situation venait de la frapper. Alors, ai-je continué, me levant lentement. Pour répondre à ta question. Non, je ne suis pas venue mendier un poste. Je me suis approchée d'elle. Elle était paralysée. Je suis venue te dire que j'ai passé la nuit à étudier les performances de ton département. Et honnêtement, Coralie, je ne suis pas impressionnée. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Tu es ici depuis presque 10 ans. Tu fais partie de l'équipe de direction qui a conduit cette entreprise, ce joyau, au bord de la faillite. Tu es un symbole de l'ancienne gestion. Une gestion arrogante, incompétente et corrompue. J'ai fait de mon mieux. A-t-elle balbutié. Ton mieux n'est pas suffisant, ai-je coupé. Méridien a besoin d'un nouveau départ. D'une nouvelle vision. Et cela signifie, sans toi. Elle m'a regardé, enfin, avec la peur que j'attendais. La peur pure, abjecte. Amandine, s'il te plaît. C'est ma vie. C'est ma carrière. Tu ne peux pas. Je ne peux pas? J'ai ri. Un rire sec, sans joie. Le même rire que mon père avait eu au restaurant. Tu te souviens de l'anniversaire de maman? Tu te souviens de mon flacon? Tu te souviens de m'avoir regardé me faire jeter à la rue avec un sourire? Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Je ne. Ne t'en fais pas, ai-je dit, retournant à mon bureau. Je ne suis pas mon père. Je ne vais pas jeter ton travail par terre. Je vais faire ça proprement. J'ai appuyé sur un bouton de l'interphone. La sécurité, s'il vous plaît. Au bureau de la PDG. Coralie m'a regardé avec horreur. Tu es licenciée, Coralie. Avec effet immédiat. Pour faute grave de gestion. Mais, ma famille. Papa? Maman? Tes parents ne peuvent rien pour toi ici. Ceci est mon entreprise. Tu as jusqu'à la fin de la journée pour vider ton bureau. La sécurité va t'accompagner. La porte s'est ouverte. 2 agents de sécurité sont entrés. Emmenez madame. Assurez-vous qu'elle ne prenne que ses effets personnels. Coralie n'a pas hurlé. Elle n'a pas protesté. Elle était brisée. Elle m'a regardé une dernière fois, le visage ravagé par l'incompréhension et la défaite. Puis ils l'ont emmenée. Je me suis rassise dans mon fauteuil. J'ai regardé la vue sur Lyon. Je n'ai ressenti aucune joie. Aucune tristesse. Juste, une immense, profonde et glaciale satisfaction. La première étape de la restructuration était terminée. La journée a été longue. J'ai enchaîné les réunions, annoncé les changements, rassuré les équipes valables, et commencé à démanteler le système corrompu que Coralie et ses semblables avaient mis en place. Théodore m'a envoyé un immense bouquet d'orchidées avec un mot, la reine est sur son trône. Je t'aime. Cela m'a fait sourire. Le soir, j'étais épuisée. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris un bain, et je me suis préparée à enfin me détendre. C'est là que mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Allô? Amandine? C'était une voix que je connaissais, mais brisée, méconnaissable. C'était Coralie. Elle pleurait. Pas des larmes de crocodile, mais des sanglots profonds, déchirants. Qu'est-ce que tu veux,
Coralie, ai-je demandé froidement. Je voulais juste, non, je dois te dire. Elle a pris une grande inspiration, secouée par les sanglots. Tu avais raison. J'ai été horrible. J'ai gardé le silence, méfiante. Tu ne sais pas ce que c'était, a-t-elle continué, sa voix devenant un murmure. Toute ma vie, j'ai dû être parfaite. Parfaite pour papa. J'ai vu comment il te regardait, avec ton talent, ta liberté. Et j'ai eu peur. Peur de quoi, j'ai demandé, toujours sur la défensive. Peur que tu réussisses. Peur que si toi, l'artiste, tu réussissais, alors tout ce que je faisais, toute ma vie, parfaite, n'ait aucun sens. Je suis jalouse de toi, Amandine. Je l'ai toujours été. Un silence. Je déteste la logistique, a-t-elle avoué dans un souffle. Je déteste les porte-conteneurs et les tableurs Excel. Je voulais être architecte d'intérieur. Mais papa a dit que c'était un hobby de femme. Alors j'ai fait ce qu'il voulait. J'étais abasourdie. Je n'avais jamais vu cette facette d'elle. C'est pour ça que tu m'as fait ça? C'est pour ça que tu m'as détruite? Non. Elle a pleuré plus fort. Il y a pire. Mon sang s'est glacé. Le jour de l'anniversaire de maman, a-t-elle avoué, sa voix à peine audible. Ce n'est pas moi qui ai découvert ton site par hasard. Je te surveillais depuis des mois. J'ai vu que tu commençais à avoir du succès. J'ai eu peur que tu ne le dises à papa et maman, et qu'ils soient fiers de toi. Alors, avant la fête, c'est moi qui leur ai tout dit. C'est moi qui ai montré ton site à papa. C'est moi qui lui ai dit que tu nous mentais et que tu salissais notre nom. J'ai allumé le feu. Je savais ce qu'il ferait. J'ai dû m'asseoir. Le niveau de sa trahison était bien plus profond que je ne l'avais jamais imaginé. Elle n'avait pas seulement regardé la scène. Elle l'avait écrite. Je suis un monstre, a-t-elle murmuré. Je sais. Je ne te demande pas de me pardonner. Je voulais juste que tu saches la vérité. Et, je suis désolée, Amandine. Vraiment. Ce que tu as fait aujourd'hui, je le méritais. Elle a raccroché. Je suis restée assise, le téléphone à la main, complètement sonné. Toute ma haine pour elle venait de se compliquer d'une émotion nouvelle et dérangeante, la pitié. Elle n'était pas un bourreau. Elle n'était qu'une autre victime, d'une manière différente. Je n'ai pas eu le temps de digérer. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était le numéro de la maison de mes parents. J'ai décroché. Je n'ai même pas eu le temps de dire « allô ». Espèce de vipère. C'était la voix de mon père, hurlante, à la limite de l'hystérie. Comment oses-tu? Bonsoir, père, ai-je dit, ma voix retrouvant instantanément sa froideur. Tu as ruiné ta sœur. Tu l'as détruite. Elle est rentrée à la maison, on pleure. Tu as détruit sa carrière. Tout ce pourquoi elle a travaillé. Je n'ai rien détruit, ai-je dit calmement. J'ai simplement licencié une employée incompétente qui faisait partie d'une direction corrompue. Mensonge. C'est de la jalousie. Tu as toujours été jalouse d'elle. J'ai failli rire. L'ironie était à pleurer. Tu vas la réembaucher. Demain, a-t-il ordonné. Tu vas la réembaucher et lui donner une promotion. Tu nous dois bien ça. Tu nous dois tout. Je ne vous dois rien, ai-je dit, ma voix baissant d'un octave. Nous t'avons élevée. Nourrie. Tu es notre fille. Non, ai-je dit, et j'ai senti la dernière chaîne se briser. Vous m'avez dit vous-même que je n'étais plus votre fille. C'était il y a 5 ans. Sur le paillasson. Un silence. Vous avez choisi votre camp il y a bien longtemps, père. Vous avez choisi la fille, parfaite, qui vous a menti toute sa vie, plutôt que la ratée, qui essayait juste d'être elle-même. Eh bien, votre fille parfaite est au chômage. Et la ratée? Elle dirige le monde. J'ai entendu ma mère pleurer en arrière-plan. Amandine, s'il te plaît, c'est ta sœur? Non, maman. C'est mon ex-employé. J'ai sauvé cette entreprise.
J'ai sauvé les emplois de 500 personnes que votre fille, parfaite, allait mettre à la rue. J'ai du travail. Tu vas le regretter, a hurlé mon père. Non, ai-je dit doucement. J'ai arrêté de regretter il y a 5 ans. J'ai raccroché. J'ai bloqué leur numéro. C'était fini. Vraiment fini. J'étais libre. Les mois qui ont suivi ont été intenses. J'ai travaillé sans relâche pour restructurer Meridian Logistique. J'ai licencié les anciens cadres corrompus et j'ai promu des talents internes qui avaient été étouffés par l'ancienne direction. J'ai investi massivement dans la technologie. J'ai fusionné la logistique de Éclat d'Ambre avec celle de Meridian, créant une synergie qui a rendu les deux entreprises plus fortes que jamais. Meridian est devenu le leader du transport de produits de luxe en Europe. Et Coralie? Je n'ai pas eu de nouvelles pendant des mois. J'ai appris par Théodore qu'elle avait quitté Lyon. Puis, un jour, j'ai reçu une enveloppe. Pas un email, une vraie lettre. C'était un carton d'invitation pour l'ouverture d'une petite agence de design d'intérieur. La sienne. Elle avait utilisé son indemnité de licenciement, que j'avais rendue très généreuse, contre l'avis de mes avocats, pour retourner à l'école et enfin poursuivre son rêve. Je suis allée à l'inauguration. Elle ne m'attendait pas. Quand elle m'a vue, elle est restée bouche bée. Puis, elle m'a souri. Un vrai sourire, timide, sans aucune trace de mépris. Tu es venu, a-t-elle dit. Le design est intéressant, ai-je dit en regardant son portfolio. Moderne. Audacieux. J'ai enfin trouvé ma voie, a-t-elle répondu. Notre relation n'est pas revenue à ce qu'elle était. Dieu merci. Elle est devenue quelque chose de nouveau. Quelque chose de fragile, de prudent, basé sur une vérité difficile. Nous ne serons peut-être jamais les meilleurs amis, mais nous avons arrêté d'être des ennemis. Quant à mes parents, je n'ai plus jamais eu de contact direct. J'ai entendu dire qu'ils étaient amers, qu'ils se plaignaient à qui voulait l'entendre d'avoir été trahis par leurs 2 filles. L'une, une décoratrice, l'autre, une femme d'affaires sans cœur. Ils n'ont jamais compris. Et j'ai accepté qu'ils ne comprendraient jamais. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Je suis à la tête de 2 empires. Je suis assise dans mon bureau au sommet de la tour Meridian, main dans la main avec Théodore, qui est maintenant mon mari. Nous regardons le soleil se coucher sur Lyon, sur notre ville. L'odeur de mon bureau n'est pas celle du vieux cuir et de la défaite. C'est une création personnalisée d'Éclat d'Ambre. Une odeur de vétiver, d'ambre, et de quelque chose de métallique et puissant. L'odeur du succès. L'odeur de la liberté. Ils ont essayé de m'enterrer. Ils ne savaient pas que j'étais une graine. Mon histoire est la preuve vivante que la personne qui définit votre valeur, ce n'est pas votre famille, ce ne sont pas vos patrons, c'est vous. Le rejet peut être le carburant le plus puissant du monde si vous décidez de le laisser vous propulser au lieu de vous consumer. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si vous, ou quelqu'un que vous connaissez, avez dû vous battre contre votre propre famille pour suivre vos rêves, partagez votre expérience dans les commentaires. Savoir que nous ne sommes pas seuls est la plus grande force. N'oubliez pas de liker cette vidéo si mon histoire vous a touché, et de vous abonner pour plus d'histoires sur le pouvoir de la résilience et de la reconstruction. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez.